Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir la plus jeune députée, la plus jeune femme députée du Québec, du Canada même. Du Québec. Du Québec. Oui, tout à fait. Très bien, donc Catherine Fournier. Bonsoir, Merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ah mais merci. Catherine Fournier, donc comme je disais tout à l'heure, est la plus jeune femme députée du Québec. Elle est députée de Marie-Victorin et en même temps, elle est porte-parole de l'opposition, de l'opposition officielle de toutes les questions liées à l'inclusion, en fait, parce que vous occupez de l'immigration, de la jeunesse, de la diversité, de la condition féminine, j'ai déjà dit jeunesse, de l'homophobie. Lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, effectivement, on pourrait tout mettre ça sous le grand chapeau de l'inclusion des personnes, soit issues des minorités ou minorisées dans la société. Tout à fait. Donc, voilà. Merci d'être avec Femmes et Pouvoir aujourd'hui, donc avec toutes ces casquettes-là. Et, comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, qu'est-ce que pour vous, le mot pouvoir? Pour moi, le pouvoir, c'est la capacité de pouvoir mettre en œuvre ses idées, de pouvoir les appliquer et de pouvoir changer le monde positivement. Donc, moi, je vois une connotation extrêmement optimiste et positive au mot pouvoir. Et comment est-ce que cette capacité, justement, à optimiser, à changer les choses, se traduit pour vous dans l'espace, on va dire, institutionnel et professionnel et dans la vie personnelle? Tout à fait. Bien, moi, si j'ai choisi de faire de la politique, c'est avant tout parce que j'avais des convictions, des idées que je souhaitais voir mettre en œuvre et contribuer à faire avancer. Donc, pour moi, j'ai utilisé la fonction de députée. Je me suis présentée à des élections pour avoir cette fonction-là qu'on dit peut-être de pouvoir, pour ensuite avoir la capacité réelle et concrète de faire avancer les choses. Donc, c'est bien certain qu'en ce moment, moi, je suis députée dans l'opposition. Donc, je suis à l'opposition officielle, je suis une députée du Parti québécois qui forme en ce moment le deuxième parti à l'Assemblée nationale. Donc, c'est peut-être pas aussi rapide que lorsqu'on est au gouvernement, parce que, bon, dans l'opposition, c'est pas nous qui avons le pouvoir là, de pouvoir appeler, par exemple, les projets de loi. On peut en déposer, mais on n'est jamais certain que le gouvernement donc les sélectionnera. En fait, c'est extrêmement rare que ça arrive. Mais néanmoins, lorsque le gouvernement, par exemple, met à l'étude certains projets de loi, bien alors là, comme députée de l'opposition, j'ai le pouvoir de changer, de pouvoir proposer des modifications législatives et de pouvoir améliorer les projets de loi qui sont soumis pour étude à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est extrêmement concret. Je travaille aussi très fort dans ma circonscription de Marie-Victorin à Longueuil pour rétablir la confiance entre les citoyens et la classe politique. Donc, je mets en œuvre différentes initiatives et ça me permet concrètement de changer les choses en attendant, je l'espère, que mon parti soit élu au gouvernement pour que là, vraiment, les idées plus au niveau macro puissent être appliquées. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme ou selon si on est jeune ou un peu moins jeune? Bien, sincèrement, j'ai eu un très bel accueil de tous les collègues parlementaires, malgré que je sois actuellement la plus jeune députée et, comme vous l'avez dit, la plus jeune femme à faire son entrée à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai pas senti que ça avait une différence dans l'approche que les gens avaient envers moi, avaient à mon égard. Même au contraire, je sens que les députés m'écoutent beaucoup. On n'est pas plusieurs représentants de ma génération à l'Assemblée nationale, donc peut-être en raison de ça, les gens portent une attention particulière aussi à mes interventions, donc ça, c'est une bonne chose. Mais c'est certain que dans l'exercice du pouvoir, je crois qu'il y a encore une différence entre la manière de faire des hommes et celle des femmes. Et malheureusement, étant donné que les hommes sont encore largement majoritaires et qu'on est encore bien loin de la parité dans les institutions de pouvoir comme l'Assemblée nationale, bien souvent les femmes vont avoir tendance à adopter des comportements peut-être un peu plus masculins pour essayer de se faire entendre. Mais moi, je suis vraiment confiante qu'en amenant davantage de femmes à faire le saut en politique, on va réussir à changer un peu les façons de faire qui sont encore assez largement dans la confrontation, dans l'affrontement, et avoir un mode de discussion qui va avoir une tendance davantage consensuelle et de dialogue un peu plus posé. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué et je pense que c'est mon avis, oui. Très bien. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de jeunes femmes
qui souhaiteraient faire comme vous et qui, du coup, pourraient vous solliciter pour avoir des conseils, Oui, j'essaie de l'aide parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup de jeunes à l'Assemblée nationale, mais encore moins de jeunes femmes. Moi, je suis la seule députée femme en bas de 35 ans. On est seulement 3 en bas de 40 ans. Donc, on a beaucoup de travail à faire parce que c'est vraiment pas représentatif de la population. C'est clair. Et donc, moi, je me suis donné un peu le défi, la mission de faire connaître l'engagement politique, l'engagement citoyen et de rendre ça plus accessible aussi pour peut-être les jeunes de ma génération. Alors, j'ai fait une grande tournée du Québec. J'ai rencontré plus de 2000 étudiants en seulement 3 mois dans 40 cégeps, 40 universités, donc un grand travail. Oui. Et je vous dirais que j'ai développé un lien très particulier aussi avec les jeunes femmes que j'ai rencontrées lors de cette tournée-là. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit par la suite sur les différents réseaux sociaux, car je suis extrêmement présente, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Et les jeunes filles m'écrivent pour avoir justement ces conseils de comment faire pour s'impliquer en politique. Et souvent, elles m'envoient des messages très, très encourageants. Et j'espère, particulièrement chez les jeunes filles qui sont plus difficiles à mobiliser pour la politique, pour les lieux de pouvoir, c'est un peu le même principe que pour les autres lieux de pouvoir également. Absolument. J'espère que ça va leur montrer qu'on est capable de faire notre place et qu'il y a une place pour nous. Tout à fait. D'ailleurs, les élections approchent, donc ça serait bien Oui. pour celles qui écoutent. Oui, j'espère qu'elles seront nombreuses. On a vu aux dernières élections municipales que les jeunes femmes étaient plus nombreuses à se porter candidates. Alors, j'espère que c'est un phénomène qui va également se manifester là, du côté des élections québécoises qui approchent à grands pas. Très bien. Qu'est-ce que vous leur dites? La seule chose que vous leur dites de retenir, c'est quoi? Le grand message que je leur envoie, c'est faites-vous confiance. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous sentez que vous êtes capable de faire la différence et que vous êtes prête à mettre les efforts nécessaires pour y arriver, foncez. Foncez et les voies du succès vont s'ouvrir à vous, j'en suis convaincue. Très bien. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes justement, qui s'interrogent parce que c'est le moment où elles doivent aussi fonder une famille. Donc l'équilibre vie professionnelle, vie politique, comment est-ce que vous gérez ça? Ou quels conseils vous leur donnez par rapport à ça? C'est sûr que ça pose un défi supplémentaire. Puis la conciliation travail-famille, on le voit, c'est un défi dans tous les milieux professionnels. Mais c'est certain que la politique, ça requiert une espèce de don de soi qui est peut-être plus poussé que dans d'autres milieux professionnels. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la conciliation travail-famille pour les politiciens, pour les politiciennes. Et de plus en plus, c'est pour les jeunes hommes qui prennent plus de responsabilités familiales. Alors, on est en train de se pencher sur la question actuellement à l'Assemblée nationale pour avoir des mesures qui pourraient favoriser la participation de jeunes parents, comme par exemple les congés de parentalité. Actuellement, il n'y en a aucun qui est prévu pour les élus. Alors qu'au niveau municipal, ça fait pas très longtemps que c'est instauré, ça fait seulement 2 ans. Il y a eu un congé de parentalité qui a été indiqué dans la loi et peut-être pour ça aussi qu'il y a davantage de jeunes femmes qui se sont présentées aux dernières élections municipales. Donc, on voit la corrélation à ce moment-là. Puis moi, je pense que c'est pas étranger à la nouvelle législation. Donc, un congé de parentalité pour les élus, des mesures, par exemple, au Parlement qui feraient en sorte que les enfants seraient mieux accueillis parce qu'en ce moment, on n'a pas de salle d'allaitement, on n'a pas de table à langer, on n'a même pas de chaise haute au café du Parlement. Donc, vous voyez, on est assez reculé là, dans ces domaines-là. Donc, on pourrait adapter le Parlement aux réalités des jeunes familles, mais également peut-être revoir les façons de faire. Est-ce qu'on peut, par exemple, penser qu'un parlementaire pourrait voter à distance dans certaines occasions, pas nécessairement se déplacer à Québec à chaque semaine pendant les premiers mois, du moins, de la vie de son enfant. Mais je pense que plus il va y avoir de jeunes femmes en politique à l'Assemblée nationale, bien, c'est à ce moment-là que les choses vont réellement changer parce que c'est certain que s'il y a des gens pour qui ça ne les touche pas, ces enjeux-là, parce qu'ils sont plus âgés ou parce qu'ils sont, par exemple, de sexe masculin, bien, je pense que ça va être beaucoup plus long à changer la donne. Donc, plus il y a de jeunes femmes qui vont être en politique, bien, plus vite vont changer les choses parce que les institutions n'auront pas le choix de suivre et de s'adapter aux personnes qui les constitueront. Tout à fait. En tout cas, oui, on espère que ça change assez rapidement. Tout à fait. Par rapport aux nouveaux défis de notre société, vous êtes vraiment engagé sur tous les enjeux de société, parce que franchement, c'est déjà beaucoup. L'immigration, enfin, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, rien que la condition féminine, c'est déjà énorme. Tout à fait. Est-ce que vous avez identifié un outil que vous dites, ça c'est vraiment un outil qui fonctionne très bien, que je ferai tout pour que ça puisse se développer à plus grande échelle, par exemple?
Bien, c'est certain que c'est des grands défis, les dossiers que je porte. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment rassurant de voir qu'on a cette confiance-là en moi, en une jeune parlementaire, pour assumer autant de chapeaux. Et je vous dirais qu'un projet de loi sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler, malgré que ce ne soit pas un projet de loi de ma formation politique, c'était le projet de loi 151 qui a été adopté cet automne, qui est une loi visant à prévenir les violences à caractère sexuel dans les campus des cégeps, des universités. Et j'ai eu l'occasion de travailler à améliorer le projet de loi, un projet de loi qui était attendu des milieux collégiaux universitaires et attendu des groupes aussi de défense des femmes. Donc, j'ai pu apporter toutes sortes de nouvelles idées aussi qui ont contribué à l'enrichir. Puis, je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est un outil qui va nous permettre de vraiment faire une réelle prévention dans nos collèges, dans nos universités, mais qui pourra également inspirer d'autres législations à travers le monde, même à avoir cette vision-là axée sur la prévention des agressions sexuelles qui sont encore malheureusement un trop grand fléau de nos sociétés, même de nos sociétés occidentales, qu'on dit apparemment développées et tout ça. Et il y a une femme sur 3 qui va avoir une agression sexuelle dans sa vie, alors c'est inacceptable. Il faut mieux prévenir, il faut mieux soutenir également les victimes. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là et peut-être même adapter cette législation au niveau primaire et secondaire parce que malheureusement, dans les médias ces dernières semaines, on a vu que c'était même un phénomène qu'on retrouvait dans nos écoles chez les plus jeunes. Alors, moi, je suis fière d'avoir travaillé là-dessus puis je pense qu'on pourrait déployer cet outil-là encore plus largement. Très bien. Donc, on va revenir tout à l'heure sur la deuxième partie de notre émission. Nous sommes de retour avec Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, qui nous parle de tout son engagement politique sur toute la question du pouvoir. Comment est-ce qu'à travers son mandat, elle contribue à ce que les choses changent, notamment auprès de la jeunesse, de la condition féminine, de l'immigration, de la diversité, bref, de toutes les populations assimilées aux minorités. Exact. Très bien. Donc, Catherine, est-ce que vous avez une phrase, une devise, quelque chose qui pour vous illustre votre engagement, vos propos ou en tout cas qui vous inspire? Je dirais encore une fois la question de confiance. Donc, si tu crois en quelque chose, fonce, fais tout ce que tu peux pour y arriver et, à mon avis, le succès s'ouvrira à nous. Je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête. Je crois que quand on met les efforts, quand on met tout le travail, la détermination qui nous porte, quand on est passionné par quelque chose, quand on est animé par des convictions et qu'on fait tout en notre pouvoir pour les mettre en œuvre, pour les réaliser, bien, ça finit par fonctionner d'une façon ou d'une autre. Ouais. En fait, c'est ça le mot-clé, la passion. Oui. Puis je pense que je crois que ça me caractérise aussi parce que la politique, je crois que pour en faire, il faut être passionné. En tout cas, moi, je le suis. Il n'y a pas un matin que je me lève en n'étant pas satisfaite du travail que je fais. J'ai toujours envie de m'impliquer pour ça parce que je considère que c'est même plus qu'un travail, c'est un mode de vie et que je suis même très privilégiée d'avoir eu cette confiance-là de mes concitoyens qui me donnent un mandat pour justement aller défendre non seulement mes convictions, mais surtout porter leur voix, parce que c'est ça, je représente les citoyens de Longueuil, de la circonscription de Marie-Victorin, puis je trouve que c'est vraiment le travail qui est le plus gratifiant, le plus valorisant au quotidien, de pouvoir servir mes concitoyens. Très bien. Il y a beaucoup de femmes, justement, qui disent que le monde politique est très violent, que finalement, c'est trop compliqué à se battre tous les jours, mais à vous voir et à vous entendre, on a l'impression que oui, il y a de l'adversité parce que c'est normal, il faut se battre pour imposer ses idées, mais à vous regarder, je ne suis pas du tout effrayée. Donc... Non, il n'y a pas de quoi être effrayée, vraiment. Quand on est déterminé, je vous garantis, la politique a peut-être une mauvaise image, peut-être une mauvaise presse, mais je crois que les bonnes personnes doivent s'y impliquer justement si on veut la changer, cette politique, puis peut-être les images un peu plus négatives que nous avons d'elle, que nous avons du pouvoir. Et je crois très humblement que les femmes ont beaucoup à apporter justement pour changer cette dynamique-là, pour changer la culture politique. Et malheureusement, mais si on laisse ça aller, bien, la culture ne sera jamais changée. Alors, impliquons-nous, faisons à notre portée ce que nous sommes capables de faire et
vraiment les choses peuvent changer. Moi, j'y crois fortement. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en place des quotas, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un bon moyen, justement? Effectivement, parce qu'on a fait beaucoup de travail, on a fait beaucoup de chemin depuis quelques décennies au Québec. La première femme a été élue seulement en 1961, donc on a fait beaucoup de progrès. Mais depuis plusieurs années, on stagne au niveau de 30 % de représentation féminine au Parlement, à l'Assemblée nationale, et même qu'à la dernière élection, nous avons régressé. En fait, maintenant, on est même un peu moins du tiers de femmes à l'Assemblée nationale. Oui, je crois que c'est 28 % ou quelque chose comme ça. Exactement, 28 %, donc c'est préoccupant. Et moi, je me dis, il y a tellement d'obstacles structurels à la présence des femmes dans les lieux de pouvoir, comme la politique, comme le Parlement, qu'on est peut-être rendu là. On est peut-être rendu à devoir imposer une certaine obligation aux formations politiques pour le recrutement et donc pour avoir un certain nombre de femmes candidates, si on veut vraiment briser ce plafond de verre et faire en sorte qu'il puisse avoir une juste représentation dans nos gestions démocratiques. Et ça va contribuer au fil du temps à briser les obstacles structurels et peut-être un jour, on n'aura plus besoin justement de ces lois un peu plus contraignantes. Alors, c'est vraiment la logique qui m'a guidée comme porte-parole de la condition féminine et qui m'a amenée à convaincre notre chef Jean-François Lisée, notre vice-chef Véronique Yvon, d'adopter une position en faveur d'une loi sur la parité. Alors, on est ouvert à la façon dont ça va s'articuler, mais nous, c'est très clair que si on prend le gouvernement, le Parti québécois, le 1er octobre prochain, nous allons entamer une grande réflexion pour déposer un projet de loi sur la parité à l'Assemblée nationale. Très bien. Si vous étiez un homme, une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Bien, c'est certain que moi, comme députée femme à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup d'admiration envers Mme Pauline Marois, qui a été la première femme première ministre du Québec. Malheureusement, pas très longtemps, seulement 18 mois, un mandat minoritaire et très court entre 2012 et 2014. Puis je pense aussi la façon dont Mme Marois a été représentée dans les médias, même dans le discours populaire. Je crois qu'elle a souffert du fait d'être une femme, malheureusement, malgré qu'on ait été en 2012, en 2014. Et ça m'inspire à continuer ce qu'elle a fait pour la cause des femmes. Elle a occupé toutes les grandes fonctions de l'État québécois jusqu'à la plus haute, celle de première ministre. Et j'ai hâte au jour où une femme va pouvoir occuper cette fonction-là de façon majoritaire, durable, et qu'on ne remettra pas en question sa compétence parce qu'elle est une femme. Et je sais que Mme Marois disait souvent dans ses discours qu'elle tendait la main justement aux jeunes femmes à poursuivre le travail qu'elle a fait. Et moi, en tout cas, j'ai voulu répondre à cet appel-là, notamment en me présentant pour le Parti québécois. Donc, c'est certain qu'il y a plein de femmes inspirantes, mais pour moi, dans ma réalité, c'est sûr que Mme Marois, ça a une signification très particulière. Ah ben c'est super. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Enlever toutes les inégalités sociales qui peuvent exister, que ce soit les écarts de richesse, les écarts entre les hommes et les femmes, les écarts de traitement entre les gens issus des minorités, de la diversité et les gens qui sont dans la majorité. Donc, toutes les inégalités qui se perdurent, il faut les enlever, il faut assurer une réelle égalité des chances à tous nos concitoyens. Moi, c'est vraiment à la base de mon engagement politique, très concret dans la société, mais c'est sûr que moi aussi, un grand projet que je porte comme députée du Parti québécois, c'est la question de l'indépendance du Québec, le fait de faire du Québec un pays qui soit représenté à l'international. Donc, sur ces deux paliers-là, moi, c'est vraiment les convictions qui m'animent et qui me guident tous les jours là, dans mon travail de députée et de parlementaire. Très bien. Est-ce que sur toutes les questions liées à la diversité, est-ce que vous avez mis en place quelque chose en particulier sur ça ou est-ce que le Parti québécois Tout à fait. Oui, ma collègue, nous avons déposé un projet de loi. Un projet de loi que nous voulons mettre en œuvre tout de suite à notre arrivée au gouvernement, qui contient 20 propositions très concrètes pour lutter contre la discrimination sur le marché du travail et combattre le racisme aussi sous toutes ses formes. Alors, il y a plein de choses qu'on veut mettre en œuvre, comme par exemple des projets pilotes de CV anonymes qui ont fait vraiment leur preuve. Par exemple, en France, on veut aussi assurer une certaine représentation de la diversité dans la fonction publique québécoise parce qu'en ce moment, les cibles ne sont pas du tout atteintes. On parle de 2
par exemple, de représentation de la diversité dans certaines de nos sociétés d'État comme Hydro-Québec ou comme la SAQ, alors que la diversité représente à peu près 16 % de la population québécoise. Donc, nous, on souhaite vraiment donner un coup de barre, reconnaître davantage les diplômes aussi des gens qui arrivent au Québec. Il va falloir mettre en œuvre, par exemple, un guichet unique qui permettrait de traiter les dossiers beaucoup plus rapidement que ce qu'ils sont actuellement. On voit que c'est un véritable fléau. Beaucoup de gens occupent des emplois pour lesquels ils sont vraiment surqualifiés, alors qu'on a vraiment besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. On sélectionne ces gens-là pour leur formation, pour leur diplôme, pour ce qu'ils peuvent apporter à la société québécoise. Et arriver ici, on leur dit, ben, tant pis, vous êtes au chômage. Alors nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garantir le succès de chaque personne qui fait le choix du Québec et qui fait le choix de s'installer parmi nous et de contribuer à enrichir notre société. De manière à ce que ce soit gagnant-gagnant pour les deux parties. Exactement. En fait. Puis, il faut cesser de seulement se draper dans les beaux discours d'inclusion et d'agir concrètement. Parce que ce qu'on constate, par exemple, du gouvernement actuel, c'est que oui, il y a un discours d'ouverture, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour les Québécois de toutes les origines? Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas eu de progression dans les dernières années. Donc, ça suffit aussi, les beaux discours de relations publiques. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment agir sur du concret, dans le durable, pour qu'effectivement, tout le monde trouve réellement sa place dans la société québécoise. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Un animal, une très bonne question. Peut-être un petit oiseau, premièrement, pour voler, pour pouvoir être libre de mes gestes et en même temps pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe partout. Là. Ça satisferait mon besoin de curiosité, pouvoir échanger, chanter un peu partout. Très bien. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Catherine Fournier », vous lui diriez quoi? Vas-y, fonce, crois en tes rêves, travaille fort pour y arriver, par contre, parce que rien qui s'acquiert sans le travail, mais tu es certainement capable d'y arriver. Et moi, j'espère pouvoir faire battre mon record de plus jeune femme à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu plusieurs plus jeunes hommes que moi à faire leur entrée, donc pourquoi pas des plus jeunes femmes aussi. Moi, je pense qu'il faut y arriver un jour pour avoir cette plus juste représentation dans nos institutions démocratiques. Plus de diversité, plus de jeunes, plus d'égalité, plus de femmes. Plus représentatif. On est dans une démocratie représentative, alors ça n'a aucun sens qu'actuellement, la majorité des personnes qui occupent les sièges de députés aient le même profil. Il faut plus de diversité, c'est à la source de plus de créativité. Et la créativité, je suis convaincue que c'est avec ça qu'on va avoir les meilleures idées pour notre société. Très bien. En un mot, en une phrase, pour conclure, parce que notre émission déjà touche à sa fin. Ça va très vite. Pour Catherine Fournier, le pouvoir, c'est? Le pouvoir, c'est la capacité de transformer le monde à son meilleur. Très bien. Bon, en tout cas, c'est passé tellement vite qu'il y a encore plein de choses que j'aurais voulu vous demander, mais ça sera pour la prochaine fois, vous reviendrez nous voir alors. Tout à fait. Puis, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me suivre, à m'écrire sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter, Instagram, peu importe. Très bien. C'était Femmes et Pouvoir. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant visiter notre chaîne YouTube ou en allant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et à liker la page, à la partager. À très bientôt.